pouvez vous mettre plus près, hein, peut-être. Enfin, vous n'êtes pas obligé, mais disons que la salle n'étant pas pleine. Bon, je vais attendre 2-3 minutes pour d'éventuels retardataires, puis on va commencer. Bien, on va débuter. Merci d'être présent. Le programme, si vous avez eu connaissance du programme initial et que par conséquent vous espériez la présence de l'astronaute Jean-Pierre Agnoret, malheureusement vous n'aurez droit qu'à moi aujourd'hui. Et Jean-Pierre uniquement en photo et dans un sujet vidéo. Il n'a pas pu se joindre à nous pour des raisons pratiques, mais aussi en toute sincérité parce qu'il est très affecté par le conflit actuellement en Ukraine. Il a habité, travaillé très longtemps en Russie, il y a beaucoup d'amis. Et il est très choqué, très affecté. Donc, s'attendant à l'éventualité de questions sur la Russie, etc., il n'était pas du tout à l'aise pour répondre à cette éventualité, en toute franchise, en plus de contraintes personnelles. Du coup, je vais avoir un peu du mal à traiter le sujet de départ tel qu'il était écrit dans le programme, c'est-à-dire pour ou contre le tourisme spatial, sachant que c'était aussi une manière d'introduire ce que nous proposons, nous, Nomade Aventure, donc tour opérateur qui est présent ici pendant le week-end, comme voyage relevant du tourisme spatial, mais on va dire un tourisme spatial à la portée de tous, enfin, façon de parler du moins, mais évidemment pas au budget du vrai tourisme spatial consistant à aller dans l'espace. Je vais néanmoins commencer un tout petit peu avant de parler de nos propres voyages par évoquer ce sujet, parce que l'année dernière, 2021, a été, vous le savez peut-être, l'année d'un redémarrage, après une dizaine d'années de pause, mais surtout d'un redémarrage avec des perspectives beaucoup plus probablement régulières, du tourisme spatial, avec les premiers lancements de touristes, de gens qui avaient payé leur billet, ou d'employés des firmes qui opéraient ces vols, avec d'une part les premiers vols touristiques de SpaceX et la société d'Elon Musk,
qui a par ailleurs une intense activité régulière avec la NASA, dont la capsule a emmené par exemple Thomas Pesquet pour son dernier vol. Et également le premier vol touristique de Virgin, la firme de Richard Branson. Le troisième acteur étant Blue Origin, celle de Jeff Bezos, le fondateur d'Amazon. Donc c'est vrai que 2021 a été vraiment l'explosion du tourisme spatial, qui n'est pas né néanmoins l'année dernière, puisqu'en fait il y a une vingtaine d'années que les premiers touristes, donc des amateurs qui payaient leur billet, sont allés dans l'espace. Le premier étant un Sud-Africain qui s'appelait Denis Tito. Simplement, évidemment, c'était alors là très loin d'être à la portée de chacun, puisqu'ils payaient probablement, ils ont probablement tous payé environ 20 millions de dollars pour un vol généralement d'une semaine à bord de l'ISS. C'était les Russes exclusivement qui ont proposé ça pendant une dizaine d'années. Donc entre 2001 et 2009 à peu près, une dizaine de personnes de différentes nationalités, donc des milliardaires, se sont payés un vol de quelques jours en décollant de Baïkonour à bord d'une fusée Soyouz pour passer quelques jours à bord de l'ISS. Puis ça s'est arrêté à la fin des années 2000 pour différentes raisons, et ça a redémarré cette fois-ci non pas avec les Russes, mais avec les Américains l'année dernière. L'année dernière, éventuellement, on en débattra tout à l'heure, ces vols ont fait l'objet à la fois de diffusion à la télévision et de réactions opposées entre l'enthousiasme et la fascination pour quelque chose qui ressemblait à de la science-fiction il y a quelques années, et les perspectives qu'un jour nous serions potentiellement nombreux à aller passer quelques minutes ou quelques heures ou quelques jours en apesanteur, voire quelques semaines dans des stations en orbite. Certaines sont en construction pour permettre une sorte d'hôtels orbitaux. A priori dans quelques années, même si les calendriers n'ont jamais été vraiment respectés dans le domaine, mais en tout cas c'est des projets parfois avancés. Et peut-être un jour que nous ayons passé nos vacances sur la Lune, sur Mars, etc. Beaucoup plus lointaine échéance, mais enfin il faut bien commencer quelque part. Donc une fascination pour quelque chose qui a été longtemps un projet de science-fiction et qui devenait enfin un peu réel. Et puis à l'opposé, des voix dont on a moins fait l'écho dans les médias, mais sceptiques, voire dénonçant l'indécence de ces vols, à la fois pour un plaisir de milliardaire, l'éventualité en plus d'impact climatique, l'indécence de ces loisirs hors de prix quand la majorité de la planète et même des pays riches ne connaît pas la même chance, les mêmes revenus. Voilà, et sans me faire le porte-parole de Jean-Pierre Ignoret en son absence, mais c'est vrai que l'année dernière, par exemple, il a été sollicité, comme tous les grands astronautes français, pour s'exprimer dans les médias, dans les chaînes de télé, les radios, etc., pour commenter les décollages ou les atterrissages. Certains l'ont fait, comme Jean-François Clairvoy ou Patrick Baudry et d'autres. Et lui a refusé de le faire parce qu'il en aurait dit le plus grand mal, en fait, du tourisme spatial. Les deux principales raisons, donc, c'est celle de l'indécence par rapport aux problématiques actuelles que connaît le monde, aussi bien l'inégalité que le changement climatique, la pollution, etc. Alors même si en réalité certains de ces, enfin, il y a des très très grosses différences sur l'impact sur le climat de ces lancements. Alors d'abord, les lancements de l'année dernière, évidemment, ne représentent rien, puisque c'était totalement anecdotique comme vol, en termes de volume. Évidemment, la question, c'est celle de la perspective où SpaceX ou Virgin, par exemple, ferait 100, 200, 400 vols par an, où là, ça commencerait à devenir beaucoup moins anecdotique. Alors, les technologies employées étant extrêmement différentes, leur impact éventuel, même à une grande échelle, cette fois-ci, sur le réchauffement climatique, serait extrêmement différent. Il faut savoir qu'une fusée, en général, quand on la voit décoller, elle émet surtout, ce qu'on imagine être de la fumée, c'est quand même principalement de la vapeur d'eau en ce qui concerne le moteur principal. Mais c'est vrai qu'il y a très souvent des boosters à poudre qui, eux, sont très émetteurs, et d'autres types d'ergols qui peuvent être très émetteurs de gaz à effet de serre. Mais on va dire qu'en gros, entre d'un côté la capsule de Blue Origin et celle de l'autre côté, l'espèce d'avion spatial de Virgin Galactic, il y a un gouffre dans les émissions, la première émettant très peu et la seconde énormément.
pour des vols très courts. Donc il y a un sujet qui n'est pas un sujet de 2021 ou des 2-3 prochaines années, mais évidemment, si on extrapole à l'éventualité de plusieurs centaines de décollages par an, la question se poserait de savoir si c'est bien raisonnable pour des questions de pur loisir, et généralement pour quelques minutes ou quelques jours, de contribuer encore à un problème grave. L'autre aspect encore moins évoqué en général dans les médias, là, Jean-Pierre est sceptique de toute façon sur les perspectives à long terme du tourisme spatial, dans la mesure où on oublie que le spatial ça reste dangereux, qu'il est probablement inévitable qu'il y ait un accident un jour, et qu'un accident avec plusieurs touristes, ou un ou plusieurs accidents avec plusieurs touristes qui perdraient la vie, parce que le système de sécurité ça ne fonctionne pas très bien dans ces engins, pourrait mettre un coup d'arrêt définitif ou très durable au tourisme spatial. Alors là, on n'est pas tout à fait du même avis, pour être franc. Je pense que dans les pays anglo-saxons, notamment, bon, on pleurerait ça s'arrêterait pendant 1 an ou 2, mais c'est pas pour autant que ça redémarrerait pas plus tard. Je faisais le parallèle avec l'aviation, évidemment que le début de l'aviation était marqué par de nombreux accidents, puis il continue d'ailleurs d'y avoir des accidents, même si l'accidentologie est très faible compte tenu du nombre de passagers transportés, mais enfin le risque n'est quand même pas nul, et ce n'est pas ça qui a arrêté l'aviation, ni l'automobile par exemple. Bon, après Jean-Pierre estime que c'est différent du début de l'aviation, où la tolérance dans la société à l'égard des accidents, de la mort par accident, était probablement plus grande qu'aujourd'hui. On le voit dans tout un tas de domaines où la sensibilité à la mort est très élevée aujourd'hui. Voilà, mais c'est vrai qu'il ne faut pas oublier qu'il y a des accidents dans le spatial, il n'y en a pas eu énormément, mais si on le compare au nombre de personnes qui sont allées dans l'espace, le nombre de morts est quand même significatif. Les 2 principaux accidents étant les 2 accidents qu'a subi la navette américaine, qui ont fait 2 fois 7 morts, mais aussi auparavant un accident russe, etc. Donc une quinzaine de morts sur 700 personnes qui sont allées dans l'espace, c'est pas totalement négligeable. Voilà, en ce qui concerne le tourisme spatial, je ne vais pas m'appesantir énormément sur ce sujet du vrai tourisme spatial pour aller dans l'espace, mais après, éventuellement, on pourra en débattre si vous le souhaitez. Je ne suis pas réellement un expert de ça. Nomade Aventure ne s'est pas lancé dans du vrai tourisme spatial jusqu'à présent, même si en 2019, nous avions annoncé que nous proposions pour la première fois un trek sur la Lune. On est une agence de trek à la base, de grande randonnée. Avec un itinéraire parfaitement réaliste conçu par un planétologue, mais c'était pour une newsletter que nous avons envoyée le 1er avril. Et même si un certain nombre des destinataires ont cru que c'était vrai, parce que c'était présenté comme suffisamment plausible, parce que par ailleurs le lancement était pour 2029, donc bon, à la limite les gens pouvaient se dire oui, d'ici 2029 c'est plausible qu'ils aient vendu ça. Et que le descriptif était 100% réaliste de ce qu'on pouvait faire. Néanmoins, ce n'était quand même qu'un poisson d'avril. Nous n'avons de partenariat à ce jour ni avec Virgin, ni avec SpaceX ou autre. Voilà. En revanche, on propose du tourisme sur le thème du spatial, et c'était un peu l'alibi de parler de vrai tourisme spatial pour vous évoquer les voyages sur le thème de la conquête spatiale que nous proposons depuis 3 ans. Donc là, qui en réalité permettent de se replonger dans l'histoire de la conquête spatiale passée et également dans son actualité en visitant dans 3 endroits différents les sites liés à la conquête de l'espace. À ce jour, nous proposons 4 voyages sur le thème de la conquête de l'espace et par ailleurs des voyages d'astronomie. Et vous pourrez nous rendre visite à notre petit stand à l'étage. Voilà, donc je voulais vous parler de vous parler rapidement de ces 4 voyages. Donc le premier que nous avons créé, le premier qui est parti, c'est celui que vous avez à l'image dans les pas de Gagarine, avec à droite de la photo Jean-Pierre Agnoret, justement. Donc Jean-Pierre Agnoret, je ne vais pas présenter, peut-être que tout le monde ne le connaît pas, c'est un astronaute français. Je dis astronaute volontairement parce que lui préfère ce terme d'astronaute. On dit parfois spationaute, cosmonaute, astronaute, bon, selon la nationalité, ou taïkonaute pour les Chinois, etc., selon la nationalité, mais en réalité, la majorité des astronautes, enfin des gens qui sont allés dans l'espace, sont réunis au sein d'une association internationale des astronautes. Donc ils considèrent la plupart que c'est le terme
générique de facto, en fait. Voilà. Et on peut dire à Jean-Pierre que c'est un spationaute, mais enfin, il préférera dire astronaute comme ses collègues astronautes. Voilà, donc Jean-Pierre Agnoret est le 4e astronaute français, après Jean-Loup Chrétien, qui a été le premier français à aller dans l'espace, Patrick Baudry et Michel Tonini. Il a effectué 2 vols en 1993 et en 1998, je crois. 2 vols avec les Russes, décollé à bord d'une fusée Soyouz, et ensuite il a passé du temps à bord de la station Mir, qui n'existe plus, et qui était la station spatiale russe qui accueillait un grand nombre d'astronautes dans les années 90 principalement, qui avait succédé aux stations Salyut, beaucoup plus sommaires qu'avaient les Russes dans les années 70 et 80, et qui a précédé l'ISS. A été abandonnée, la station Mir est retournée sur Terre après que les Russes s'étaient engagés pour participer à l'ISS, parce qu'il y a un module russe à bord de l'ISS, même s'ils sont en train de sortir de ce projet pour différentes raisons, du projet ISS. Jean-Pierre Agnoret, jusqu'à il n'y a pas longtemps, jusqu'à il y a quelques semaines, détenait, et de loin d'ailleurs, le record de temps passé dans l'espace pour un Français, avec une durée cumulée de 209 jours, principalement lors de sa 2e mission. Je crois que la 2e mission faisait 193 jours à elle seule, donc plus de 6 mois dans l'espace d'une seule traite. Tous les autres astronautes français n'ayant passé que souvent quelques jours seulement. Plusieurs d'entre eux sont partis avec les Américains, avec la navette américaine qui ne restait jamais très longtemps en orbite, et les premiers étant restés aussi moins longtemps avec les Russes. Donc il a très longtemps détenu ce record, qui n'a été dépassé que par Thomas Pesquet lors de son 2e vol. Lors de son premier vol, Thomas Pesquet n'avait pas atteint le même nombre de jours dans l'espace, mais il a dépassé évidemment en temps cumulé lors de son 2e vol. Donc aujourd'hui c'est Pesquet et Jean-Pierre Agnoret. Il est parfois, on me dit parfois, Jean-Pierre Agnoret, c'est le mari de Claudie Agnoret. Alors c'est vrai que Claudie Agnoret, elle est connue pour différentes raisons. D'abord parce que c'est la première et la seule française à être allée dans l'espace, la première européenne de l'Ouest à être allée dans l'espace, une des premières femmes aussi. Hein. C'est vrai que la première femme à être allée dans l'espace était russe, mais ensuite soviétique, exactement. Mais il n'y en a plus une seule pendant les 20 ans qui ont suivi. Voilà, et Claudie, par ailleurs, a été ministre, a eu une vie médiatique très importante, elle est encore très, très active. Voilà, mais en tant qu'astronaute, c'est vrai que Jean-Pierre Agnoret est une grande référence, et quand on visite la Cité des Étoiles en sa compagnie, et qu'il est reconnu par les Russes qu'il croise, voilà, il est extrêmement respecté. Donc ce voyage alors pourquoi il est en photo parce qu'il accompagne ce voyage. C'est-à-dire que vous avez pour guide, quand vous faites ce voyage, vous avez pour guide privé Jean-Pierre Agnoret pendant toute la semaine, pendant les 6 jours que dure le voyage. Et c'est lui qui, en plus des guides locaux qui commentent les visites dans les différents musées et sites où nous allons, c'est lui qui vous fait vivre du matin au soir, si vous le souhaitez, hein, toutes les anecdotes de la vie de cosmonautes à l'entraînement, et dans l'espace. Sur cette photo, nous nous trouvons dans une capsule Soyouz qui est allée dans l'espace en 1980. Au milieu, c'est un mannequin hein, qui est revêtu du scaphandre qui sert au décollage et à l'atterrissage de la capsule. Et donc, on est installé pour vivre un peu l'exiguïté et l'inconfort de ces capsules, surtout quand on voit la capsule actuelle de SpaceX, la capsule Dragon, avec des écrans tactiles, etc. Et beaucoup plus spacieux. Là, on est extrêmement serré, encore plus dans la réalité, parce que là, ils ont enlevé la majorité des parachutes qui se trouvent à l'intérieur de la capsule normalement. Voilà, mais disons que ça fait partie des attractions de ce voyage que de pouvoir rentrer dans une capsule Soyouz, de s'installer à bord et d'avoir Jean-Pierre qui vous explique, voilà, c'est le parachute, là c'est les boutons, pour faire ci, cela, comment ça se passait pour avoir des boutons où les fonctions de chaque bouton dépendent à la fois de verticalement et horizontalement où il se trouve, de façon à démultiplier le nombre de fonctions sur un nombre limité de boutons, etc. etc. En 2 mots sur ce voyage au-delà de la photo, donc c'est un voyage qui est centré sur Moscou. Alors on ne va pas à Baïkonour,
là où sont lancées les fusées. C'est possible, mais c'est très très loin de Moscou, hein. D'ailleurs, c'est pas en Russie, Baïkonour, c'est au Kazakhstan. Et ça rajoute un prix très élevé. C'est assez compliqué d'y aller, c'est la chasse gardée de 2-3 agences russes. Donc ça multiplierait le prix par 3. Aussi, on a arrêté de proposer couplé. Maintenant, s'il y a des gens intéressés d'aller à Baïkonour et surtout d'aller voir un lancement à Baïkonour, c'est tout à fait possible. On le propose également à la carte, à la date, à certaines dates de lancement de Soyouz. Enfin, quand ce sera à nouveau possible de voyager, bien sûr, mais bon. Donc là, non, on reste à Moscou, parce que c'est à Moscou et dans les environs immédiats de Moscou que se trouve l'essentiel, mis à part Baïkonour, de ce qui reste de traces de la conquête spatiale russe et puis de ce qui se passe encore aujourd'hui. Les deux points forts, on va dire, de ce voyage, c'est la visite de la Cité des Étoiles. Donc la Cité des Étoiles, c'est de son vrai nom le centre d'entraînement des cosmonautes Yuri Gagarin, non officiel. C'est une base et une petite ville même, en fait, dans la forêt, à une centaine de kilomètres de Moscou, où s'entraînent les astronautes. Tous ceux qui partent à bord d'une fusée Soyouz passent plusieurs mois ou plusieurs années à s'entraîner à la Cité des Étoiles. Apprendre le russe, etc., bien sûr, mais aussi à s'entraîner. Donc on voit, on peut pénétrer dans la Cité des Étoiles qui n'est pas ouverte au grand public. Alors ça veut dire qu'elle est fermée à proprement parler, mais ça veut dire que vous ne pouvez pas vous pointer comme ça parce que vous êtes en voyage en Russie et aller à la caisse et payer votre ticket d'entrée. Il n'y en a pas de caisse ni de ticket d'entrée. Il faut demander une autorisation plusieurs semaines avant, envoyer la liste des participants qui est scrutée par les services secrets, etc. etc. C'est une base de travail. Principalement, une partie un peu musée, mais on va visiter en grande partie là où les gens travaillent. Donc ce qu'on y voit notamment, c'est des installations d'entraînement comme la grande centrifugeuse, ce qui permet aux astronautes d'expérimenter l'accélération qu'ils vont subir au moment du décollage de la fusée et au retour de la capsule sur Terre, qui, comme on le voit dans les films, les écrase contre le fauteuil, parce qu'ils subissent plusieurs fois la gravité terrestre. Donc la manière de reconstituer cette impression, c'est de les mettre dans une capsule fermée, au bout d'un très long bras en métal qui tourne de plus en plus vite. Et quand il est à pleine vitesse, je ne sais pas si ça va marcher, oui, ça marche. Eh bien, vous ressentez ce que Jean-Pierre Ignoret à bord de sa capsule au retour de sa première mission. Non, pardon, de sa première mission. Voilà, la centrifugeuse, vous voyez, c'est ça. Alors, on ne voit pas forcément l'échelle, parce qu'il n'y a personne en dessous, mais vous voyez, une personne serait un peu plus petite que le mur en dessous, donc c'est très, 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 très gros. Est-ce qu'on peut monter dedans? Oui, potentiellement, vous pouvez monter dedans et même tourner, mais évidemment, c'est un supplément qui est vendu, je crois, dans les 2000 €. Et il faut passer une visite médicale avant, quand même, parce qu'il faut avoir le cœur bien accroché, il faut être en bonne santé. C'est très difficile à supporter, même pour les astronautes. C'est pour ça qu'ils le font à plusieurs reprises, justement, pour pas s'évanouir au moment du lancement. Ce serait ballot, même si en réalité tout est automatisé au moment du lancement. Hein. Bon, enfin, il vaut mieux quand même qu'il reste conscient en cas d'urgence. Donc on visite notamment, on va notamment dans cette salle où on nous explique tout le fonctionnement de la centrifugeuse, etc. Alors ça c'est dans une autre visite. Bon, il y a certaines visites qui ne sont pas expliquées ici. On voit également la capsule Soyouz dans laquelle s'entraînent les astronautes, donc dans laquelle s'est entraîné Thomas Pesquet par exemple. Donc là, qui est en fonction, qui est une vraie capsule, mais qui quitte jamais le sol, qui est connectée à la salle de contrôle, etc., et dans laquelle ils rentrent avec tout qui fonctionne, et où ils vont, comme un pilote de ligne, simuler une mission pour s'y préparer. Donc là, on voit cette capsule. On nous laisse parfois rentrer. Alors, ça dépend de la taille du groupe. Tous les voyageurs ne peuvent pas forcément, n'ont pas forcément le temps de rentrer dedans, parce que, une fois de plus, c'est un outil de travail. Hein. Ça dépend aussi de la présence d'astronautes ce jour-là à l'entraînement, parce qu'on peut croiser des astronautes qui vont partir ou qui sont déjà partis quand on visite, etc.
On peut voir des scaphandres qui vont partir dans l'espace ou avec lesquels les astronautes s'entraînent, etc., etc. On déjeune à la cantine de la Cité des Étoiles, donc avec les ingénieurs et autres. Et enfin, on visite le musée de la Cité des Étoiles, où on peut voir le bureau de Yuri Gagarin, donc le premier homme qui est allé dans l'espace, et beaucoup d'autres choses, scaphandres, capsules, etc., qui sont allés dans l'espace. Le dernier départ de ce voyage a fait l'objet d'un petit reportage sur France 2, donc le plus simple, c'est encore que je vous le montre. Ça vous donnera une bonne idée de de ce qui se passe, même si c'est qu'une petite partie du voyage qui est montrée, mais... Calendrier, si la fusée Soyouz s'est envolée, regardez aujourd'hui pour la Station spatiale internationale à son bord 3 hommes, 2 cosmonautes russes et un astronaute américain. Sur le fuselage, le portrait d'un homme, Yuri Gagarin, qui il y a 60 ans fut le premier homme envoyé dans l'espace. Aujourd'hui, le héros reste célébré dans la Russie de Vladimir Poutine. Et il est toujours un exemple pour la nouvelle génération formée à la Cité des Étoiles. On voit cela avec Luc Lacroix et Patrice Achéré. Sa statue domine Moscou. Yuri Gagarin, premier homme dans l'espace. Un monument de la conquête spatiale soviétique triomphante. Une légende, encore aujourd'hui savamment entretenue. Gagarin a passé 1h48 dans ce vaisseau. Capsule Vostok, dans laquelle il est allé dans l'espace. Un privilège pour ces touristes français venus juste avant l'épidémie. De voir cette capsule du premier homme dans l'espace, c'est quand même inouï. Ici, ils peuvent toucher l'aventure spatiale du bout des doigts. C'est quand même assez exceptionnel de pouvoir toucher le vaisseau, c'est même extraordinaire. C'est un peu rugueux, oui, c'est même étonnant parce que ça sent plus, alors au bout de 500 ans, c'est peut-être normal, mais plus du tout le carbonisé, alors qu'on voit bien que ça a été très très chauffé, quoi. Accompagnés par le spationaute français Jean-Pierre Aigneret, ils vont même pouvoir vivre une expérience exceptionnelle. Monté dans un Soyouz. Il est allé dans l'espace en 1980. Mais là, il faut encore que tu descendes, là. Hein. Je m'imagine pas avec une combinaison en plus, quoi. Enfin, c'est vraiment très engoncé. Imaginez rester comme ça pendant 6 ou 7 heures, c'est quand même un travail de patience et d'abnégation. On est déjà marre, ça fait 3 secondes. Voilà, là, tu es patience. Vous voyez pas rester 7 heures. La première chose qu'il faut. Ah non, c'est pas possible. C'est la patience. Et voilà le Saint des Saints, la Cité des Étoiles, centre d'entraînement des cosmonautes. Ils s'exercent dans ces modules qui reproduisent fidèlement la Station spatiale internationale. Avant le grand test, savoir s'ils sont capables de résister au décollage. C'est la plus grande centrifugeuse au monde. Jean-Pierre Aigneret y est passé. On cherche l'adrénaline, donc là, la difficulté, c'est que c'est un instrument de sélection, en fait. Et voilà, une vraie combinaison spatiale. Les cosmonautes doivent en permanence ajuster eux-mêmes la température en fonction de l'exposition au soleil. La première fois où on est allé à Rome, d'un seul coup, je me suis laissé surprendre, je n'ai pas anticipé. Et j'avais les jambes complètement glacées, comme si j'étais à poil en train de faire du ski, vous voyez, à peu près. On peut juste saisir quelque chose, on peut pas essayer de gratter. Toute cette partie-là, elle est inutilisable en fait. C'est comme des gants en caoutchouc, mais c'est vrai qu'il n'y a pas la précision. Et si tout le scaphandre est comme ça, bravo messieurs et mesdames. Une découverte qui aura suscité au moins une vocation. La vocation, c'est mon fils là, qui est dans les bras de Jean-Pierre Aigneret. Donc vous le voyez, c'est ouvert à tous les publics, même très jeunes, pourvu qu'on soit passionné par la conquête spatiale. Voilà, donc mis à part la Cité des Étoiles, vous l'avez vu, l'autre point fort, c'est un musée privé parmi plusieurs ceux qu'on visite. Il y en a un qui est également assez difficile d'accès. C'est le musée d'une entreprise russe qui, depuis l'origine, fabrique les capsules Vostok, Voskhod et Soyouz, etc., l'usine Energia. Et comme c'est eux qui l'ont fabriqué, c'est eux qui ont dans leur musée privé la capsule de Yuri Gagarin, celle de Valentina Tereshkova, la première femme qui est allée dans l'espace, ou d'Alexei Leonov, le premier homme qui est sorti
dans l'espace de sa capsule, etc. Et tout ça dans un hall très simple. Vous avez vu, on peut toucher la capsule de Gagarine sans problème pour rentrer dans une capsule, etc. Il n'y a que nous, puisque c'est pas ouvert au public facilement non plus. Il n'y a pas de caisse pour le visiter comme ça. Il faut demander des autorisations. Voilà. Et pendant ce séjour, on visite également plusieurs autres musées où on voit beaucoup d'autres vestiges de la conquête spatiale soviétique puis russe. Donc ça, c'est le premier voyage qu'on a créé. C'est celui qui est parti déjà plusieurs fois. Alors évidemment, son problème, c'est qu'il est en Russie, naturellement, et que donc, je ne sais pas si le prochain départ, que nous n'avons pas annulé à ce jour, qui est prévu en octobre prochain, pourra avoir lieu. Évidemment, si c'était demain, ce ne serait pas le cas. Bon, évidemment, il est permis d'en douter, hein, compte tenu de la situation. Enfin, personne ne peut prévoir comment la situation va évoluer. Donc pour le moment, il est encore possible de s'inscrire. Et s'il n'avait pas lieu en octobre, on le reprogrammerait de toute façon pour février de l'année prochaine ou octobre de l'année suivante, etc., jusqu'à ce qu'on puisse y retourner. Voilà, quand on s'intéresse à l'histoire de la conquête spatiale, à mon avis, idéalement, il faut commencer par ce voyage, si on peut. Et si on ne peut pas, on peut, ou qu'on s'intéresse davantage à l'aspect américain, davantage connu parfois, plus grand public, notamment grâce au film. Alors là, on choisit l'un de nos voyages aux États-Unis. Donc on a par ailleurs 2 voyages aux États-Unis, dont un complet et un centré sur un lancement. C'est pas celui-ci, c'est celui-ci. Donc, ce voyage parcourt, alors il ne fait pas tout à fait tous les États-Unis, il y a énormément de sites liés au spatial aux États-Unis, mais il permet d'aller voir les sites les plus importants. Alors, on commence par Washington, où on atterrit et où on va visiter le Musée national de l'air et de l'espace, la capitale fédérale, qui conserve énormément de choses, mais entre autres le scaphandre lunaire de Neil Armstrong, le premier homme qui a marché sur la Lune, scaphandre qui a été restauré pendant plusieurs années. Un module lunaire, le module lunaire numéro 2, qui donc évidemment jamais allé sur la Lune, hein, puisque les modules lunaires qui sont allés sur la Lune, ils sont restés. Les astronautes ne reviennent pas à bord du module lunaire, hein, qui n'est pas fait pour rentrer dans l'atmosphère. Donc les 6 modules qui se sont posés sur la Lune, il reste l'étage de descente qui est toujours au même endroit, hein, qu'on peut voir avec des sondes qui tournent autour de la Lune, ou même voilà. Et le module de remontée qui, lui, s'écrase sur la Lune après que les cosmonautes ont rejoint le module de commande. Bref, je ne sais pas si tout ça vous parle, mais toujours est-il qu'un module lunaire, il est fait pour aller sur la Lune, il ne revient pas. Donc ce module lunaire numéro 2, c'était une sorte de prototype qui a servi pour valider les derniers réglages, on va dire, du module lunaire, et qui a aussi servi aux astronautes d'entraînement. On y a également des capsules très importantes dans l'histoire du spatial américain, celle du premier américain qui est sorti dans l'espace, par exemple. Ensuite, on redécolle le lendemain de Washington, cap sur Houston. Donc Houston, vous le savez peut-être, c'est donc au Texas, la ville dans laquelle est installée une grande partie des bureaux de la NASA, à la fois des bureaux d'ingénierie, mais aussi de base d'entraînement des astronautes américains. À Houston, par contre, on ne visite pas les installations d'entraînement des astronautes. On visite des halls, par contre, dans lesquels travaillent des ingénieurs et dans lesquels on peut voir des capsules en train d'être montées ou qui servent d'entraînement, etc. La dernière fois qu'on y était, il y avait l'une des nouvelles capsules américaines, une capsule Orion, qui était en train d'être manipulée par les ingénieurs. Mais pas à proprement parler les installations d'entraînement. Ce qu'on y voit de plus marquant, d'abord, c'est une fusée Saturn V, donc jusqu'ici la plus puissante fusée du monde. C'est celle qui, pendant toutes les années 60, au début des années 70, enfin fin des années 60, début des années 70, a emmené les hommes sur la Lune, justement. C'est la fusée du programme Apollo de 110 mètres de haut, donc vraiment un truc énorme. Alors la fusée qui est exposée l'est dans un hangar à l'horizontale, parce que la verticale, elle serait très haute, difficile à contempler et difficile à protéger, des intempéries, etc. Mais donc vous pouvez l'arpenter sur toute sa longueur et c'est vraiment extrêmement impressionnant. On a du mal à imaginer
qu'un truc pareil, aussi lourd, aussi gros, puisse avoir décollé. De fait, rien de tel n'a plus jamais redécollé depuis d'ailleurs, même si ça ne saurait tarder, je vais y revenir rapidement. Et à Houston, on voit également, puisque c'est l'une des fonctions de ce centre, les salles de contrôle de mission. On a vu dans certains films, par exemple, où se passe à peu près la moitié de l'action d'Apollo 13, par exemple, le film sur la mission la plus périlleuse du programme Apollo. On visite à la fois des salles historiques qui ne sont plus utilisées et qui sont conservées dans l'état où elles étaient au moment où elles ont cessé d'être utilisées, et puis les salles actuellement utilisées, puisque c'est de là que les missions à bord de la Station spatiale internationale sont contrôlées. Même s'il y a aussi une salle en Russie, bien évidemment. Donc là, l'une des visites frappantes, c'est justement la salle de contrôle d'émission principale dans laquelle il y a eu le contrôle d'émission Apollo, où on rentre, où on s'installe là où étaient les visiteurs qui assistaient au lancement et ensuite aux missions, donc derrière les ingénieurs, un peu comme si là vous étiez les ingénieurs. Ils ont des grands écrans ici où ils voient ce qui se passe dans la capsule, et les visiteurs étaient derrière une vitre. Donc on s'installe derrière cette vitre, la porte se referme, et là la salle est comme si les ingénieurs venaient de la quitter, d'aller se reposer ou autre, avec les chaises tirées, des papiers sur la table, les cendriers pleins, etc. À l'époque on fumait évidemment beaucoup, avec des tasses de café et tout ça, et il lance une sorte d'animation consistant à vous faire vivre les quelques dizaines de dernières minutes de l'atterrissage de Neil Armstrong et Buzz Aldrin sur la Lune, puis leur sortie sur la Lune, tel que les ingénieurs l'ont vu, c'est-à-dire avec les mêmes images sur les écrans, avec le même son dans la salle, les images sur les écrans séparés, etc. etc. Donc voilà, juillet 69, comme si vous y étiez. Ensuite, on redécolle de Houston pour se rendre en Floride cette fois-ci, à Cap Canaveral, ou plus exactement au Kennedy Space Center, donc qui est l'endroit où on lance les fusées. Mis à part aujourd'hui SpaceX, il y a aussi une base de lancement à eux ailleurs, mais la majorité des lancements importants se sont toujours faits de Cap Canaveral. Et donc là, évidemment, il s'agit de visiter principalement les pas de tir, donc les sites de lancement. Alors, c'est pareil, il y a à la fois des sites anciens sur lesquels on peut se balader, ceux des premières missions Mercury, Gemini au début des années 60, qui sont plus utilisés. Et puis, il y a les pas de tir encore tout à fait utilisés. Celui utilisé pour lancer les fusées Apollo, par exemple, aujourd'hui est loué depuis plusieurs années par SpaceX pour ses lancements. Donc, il y a très souvent une fusée qui est sur le pas de tir en attente de lancement ou en cours de test. Si nous y allions aujourd'hui, d'ailleurs, nous y verrions, alors pas sur ce pas de tir, mais sur un autre pas de tir, le nouveau lanceur américain, donc qui va être l'équivalent de Saturn V, approximativement la même taille et plus ou moins la même puissance, qui s'appelle le SLS. Et qui est depuis quelques jours sur son pas de tir pour les derniers tests avant son lancement, prévu à une date qu'on ne connaît pas encore. Je vais revenir parce qu'on propose un voyage à ce sujet, et qui ramènera l'homme sur la Lune. Voilà, l'autre point fort du Kennedy Space Center, c'est évidemment là aussi une partie muséale avec des scaphandres, des capsules, etc., mais notamment un hall consacré à l'une des 4 navettes américaines allées dans l'espace et qui soit revenue en un seul morceau, la navette Atlantis. Et là aussi, la présentation est vraiment hollywoodienne. Je veux dire, même si on n'est pas passionné, on peut être que saisi par la mise en scène faite sur le site, où on rentre dans un grand hall, où on est d'abord plongé dans le noir, et on a pendant une vingtaine de minutes un documentaire à 360 degrés autour de nous sur l'histoire de la navette américaine, des premiers plans aux premiers essais, au premier lancement, début des années 80, les accidents terribles de Challenger et Columbia, les grandes réussites avec le télescope Hubble, par exemple, et sa réparation, etc. Et puis ça se termine évidemment par la mise au rencard, la mise au garage de chacune des 4 navettes qui ont rejoint différents musées aux États-Unis, dont Atlantis, donc, qui est ramené en Floride, tracté, etc., devant des dizaines de milliers de gens.
Et quand ce film est fini, d'immenses portes s'ouvrent et vous êtes nez à nez avec la navette Atlantis qui est suspendue dans le noir au plafond de ce hall. Et c'est vraiment très très impressionnant. On a l'impression qu'on a vécu l'histoire et qu'on est plongé même dans la réalité, quoi. Voilà. Voilà, donc ça c'est le deuxième voyage, donc il fait le tour de la conquête spatiale américaine, site de lancement inclus, contrairement à la Russie. Alors cette année, on a très légèrement décalé la date de départ au 15 mai pour essayer de faire en sorte, si on a de la chance, d'être présent à Cap Canaveral lors d'un lancement. Un lancement d'une fusée Atlas qui doit mettre sur orbite une des nouvelles capsules spatiales américaines, la capsule construite par Boeing qui s'appelle Orion et qui doit faire très prochainement son deuxième test orbital, sachant que le premier a été un échec puisqu'ils n'ont pas réussi à rejoindre l'ISS à la suite d'erreurs de calcul. Alors c'est pas un lancement habité, il n'y aura pas d'astronautes à bord. Mais c'est un lancement quand même important pour la suite du spatial américain et encore plus pour Boeing qui n'a pas vraiment droit à l'erreur, à une deuxième erreur, sachant qu'ils ont déjà pris du retard par rapport à SpaceX. Donc normalement le 20 mai, donc avant la fin de notre voyage, nous serons sur place à Cap Canaveral pour assister dans les meilleures conditions possibles à un lancement potentiellement très spectaculaire et assez important pour le spatial. Évidemment, il peut toujours y avoir un report, mais généralement les reports sont un peu de deux natures. Soit ils sont uniquement liés à la météo, et donc c'est généralement de 24 heures, mais on sera encore sur place. Soit ils sont liés à quelque chose qui n'est pas prêt sur le lanceur ou sur la capsule, etc. Et ça, on le sait suffisamment en amont pour éventuellement décider qu'on reporte le voyage quand je modifie sa date, pour rester collé au lancement, si ça devait être le cas. Voilà, pour l'instant, donc le voyage est prévu du 15 au 23 mai, avec un lancement le 20 mai. Troisième voyage, celui-là est vraiment centré. Non, c'est pas celui-là, est vraiment centré sur un lancement, comme vous le voyez, puisqu'il y a une image, même si c'est une vue d'artiste, on est que ce lancement n'a encore jamais eu lieu. Le voyage s'appelle Back to the Moon, il est plus court, il est concentré uniquement sur Cap Canaveral, donc c'est un peu l'équivalent du précédent, mais uniquement à Cap Canaveral, et en Floride de façon générale. Et il doit nous permettre, outre la visite de Cap Canaveral, la même que celle que j'ai évoquée tout à l'heure, il doit nous permettre d'assister à un lancement encore plus important, qui est justement celui du SLS, le nouveau lanceur super lourd américain, capable d'emporter des charges donc lourdes, et qui devra poser les premiers jalons du retour de l'homme sur la Lune. D'où le nom que j'ai donné à ce voyage, d'autant plus qu'il ne s'agira pas juste de lancer la fusée, mais de lui permettre d'expédier vers la Lune une nouvelle capsule qui va en faire le tour, pour la première fois, donc depuis... Alors, sans astronaute à bord, hein, c'est un premier lancement en test, mais extrêmement important pour valider la possibilité de retourner sur la Lune d'ici à 2 ou 3 ans en principe. L'objectif était initialement en 2024, ce sera plutôt 2025 au mieux, mais on s'en rapproche énormément. Bon, il manque principalement de quoi atterrir sur la Lune, à vrai dire, à ce jour, parce que ça a été choisi assez tardivement, l'engin qui doit permettre d'atterrir, mais c'est en cours. Donc là, le voyage n'a pas encore de date prévue. Vous voyez, il y a un bouton marqué « Recevoir » une alerte, il faut cliquer dessus pour indiquer son adresse mail pour être tenu informé dès que nous connaissons la date du lancement et par conséquent les dates du voyage. Ce lancement devait être prévu en février, puis en mars, puis en avril. Aujourd'hui, sur le site du Kennedy Space Center, il est indiqué en avril, sans date précise, mais personne ne croit qu'il aura lieu en avril. Donc ce sera vraisemblablement en mai, en juin ou en juillet. Enfin, c'est un peu vague à ce stade, mais si vous êtes intéressé par ce lancement qui devrait être aussi spectaculaire qu'historique, il faut vous inscrire pour recevoir une alerte et être informé dès que nous avons la date. Et enfin, le dernier voyage, c'est en Guyane quand même, parce que le spatial, c'est pas que la Russie
ou les États-Unis, c'est aussi la France et l'Europe. Et c'est en Guyane, vous le savez, que se trouve le centre spatial guyanais, qui est l'astroport européen, c'est-à-dire le site utilisé par l'industrie spatiale européenne pour envoyer ses lanceurs, le principal étant Ariane, mais pas seulement. Il y a notamment des lancements d'une autre fusée qui s'appelle Vega, qui est plus petite, et on y lance aussi des fusées Soyouz russes depuis une dizaine d'années, et jusqu'à il y a quelques jours. Puisque pour l'instant, les Russes ont réagi aux sanctions qui les frappent en retirant leur personnel et leurs fusées, enfin leurs fusées ils l'ont laissé, mais leur personnel de Kourou jusqu'à nouvel ordre. Donc là, ce voyage est également accompagné par Jean-Pierre Aigneret, comme en Russie, notamment du fait qu'après sa carrière d'astronaute, il a activement participé dans les années 2000 à la construction du pas de tir de Soyouz en Guyane. C'est vrai qu'on dit peu qu'il y a des fusées russes qui décollent de Guyane, mais il y a un pas de tir exprès qui a été construit, parce que c'est très différent au décollage des autres lanceurs. Donc Jean-Pierre nous accompagne pendant toute la durée de ce voyage. On fait une visite approfondie de 2 jours plein du centre spatial guyanais, qui est un site qui est ouvert au public, le centre spatial guyanais. Simplement, la visite ouverte au public dure 3 heures. Et celle que nous proposons dure 2 jours, parce qu'on en a négocié le contenu le plus exhaustif possible avec le CNES, le Centre national d'études spatiales, qui gère l'ensemble du site, et Arianespace en particulier, qui de fait exploite l'essentiel des endroits importants du site, puisque c'est eux qui s'occupent des fusées Ariane. Donc du coup, une visite beaucoup plus approfondie de l'ensemble des pas de tir, des salles de contrôle, des salles où on assemble les satellites à l'intérieur des fusées, etc. Là aussi, il y avait une date initialement, on l'a supprimée, et à l'heure actuelle, vous voyez, il n'y a pas de date, parce que là aussi, nous voulons reproposer le voyage de telle sorte qu'il corresponde à un lancement, en l'occurrence d'une fusée Ariane 5, qui devrait être lancée, je pense, début juin, aux premières quinzaines de juin. Le calendrier a bougé parce que comme justement les Russes ont retiré leur Soyouz, ça bouleverse le calendrier de lancement. Qu'est-ce qu'on fait des satellites, à quelle date on lance les autres, ça. Donc ils sont en train de refaire tout leur calendrier. Arianespace donc est en train de faire tout son calendrier avec les lanceurs restants, Ariane 5 et Vega. Donc on ne connaît pas encore la date précise, mais ce serait entre mi-mai et mi-juin, probablement plutôt la première quinzaine de juin. Donc même chose, si vous êtes intéressé par ce voyage, vous vous inscrivez à l'alerte, et quand la date est en ligne, ou quand on la connaît, on vous écrit pour vous proposer de vous inscrire. Le voyage n'est pas que sur l'espace, ce serait dommage d'aller jusqu'en Guyane pour ne voir que le centre spatial guyanais rentré. Donc il permet également d'avoir un aperçu de la Guyane, aussi bien un aperçu. Donc ça, vous voyez, c'est la salle de contrôle Jupiter, la salle de commandement Jupiter, qui est la salle de contrôle de mission, mais également donc, de visiter les îles du Salut, où se trouvait par exemple le fameux bagne de Cayenne, et d'avoir un aperçu de la nature et de la partie, on va dire, un peu plus amazonienne de la Guyane, ainsi que de Cayenne, du Maroni, l'un des grands fleuves de Guyane, etc. Donc c'est un voyage qui combine, comme son nom l'indique, la découverte de la Guyane sur le plan du spatial et sur le plan de l'Amazonie et des richesses locales. Voilà ce que je voulais vous dire sur notre offre de voyage pour faire du tourisme spatial sans être un milliardaire, en quelques mots, et je suis à vous si vous avez des questions ou des suggestions ou des critiques. Oui, ma question, c'est juste d'ordre pratique. Quand on peut assister à un décollage d'une fusée, où sommes-nous? Est-ce que nous sommes dans la salle et nous assistons via les écrans, mais pas à l'extérieur?
Où il y a une distance, voilà. Non, on est, en principe, on est plutôt à l'extérieur. Le but, c'est de le voir de nos propres yeux. D'accord. Alors, on est à l'extérieur, mais effectivement à une certaine distance. Pour le lancement du SLS, par exemple, et aussi d'ailleurs de la fusée Atlas, là aux États-Unis, ils n'ont pas encore indiqué depuis quel site on serait autorisé à le voir. En fait, ça dépend des fusées et du pas de tir. Disons qu'au mieux, on est à 6 km. D'accord. 6 km, c'est quand même très près. Hein. C'est ce qu'ils estiment être vraiment une distance de sécurité minimale pour du public. Ceux qui sont plus près encore sont dans des bunkers protégés. Donc là, les sites en plein air pour y assister, les plus proches sont à 6 km. Et sinon, on est au maximum à une dizaine de kilomètres quand on est sur Cap Canaveral, le site principal. Voilà. Notre objectif sur les 2 lancements aux États-Unis, c'est d'être sur le site le plus proche qui en général est à 6 km. En Guyane, nous pourrions avoir le choix, donc je ne sais pas encore, y compris le choix entre être dans la salle de commandement Jupiter et être à l'extérieur. Bon, à titre personnel, je préférerais être à l'extérieur, parce que la salle de contrôle, il y a sûrement une ambiance très sympathique, mais c'est un peu comme le voir à la télé, quoi. Tant qu'à être sur place, c'est quand même mieux de le voir de l'extérieur. D'accord, merci. Bon, après. Bonjour. Bonjour. Quid de l'avenir de l'ISS sans les Russes plutôt. Et voilà. et après vaste question. Honnêtement, ça dépasse mes compétences parce que je ne vous dirai que ce qu'on lit dans les médias, c'est-à-dire c'est un avenir incertain à la fois. Alors, parce que sans les Russes, il y a 2 choses. Il y a leur menace actuelle liée à la situation, que sans leur module, l'ISS ne pourrait pas rester en orbite, parce que ça reste pas l'ISS, une orbite basse qui n'est pas du tout géostationnaire et qui tomberait assez rapidement sur la Terre, donc il doit être régulièrement remis en orbite. Ça, c'est probablement une menace exagérée, parce que les Américains ont aussi le moyen de remettre l'ISS sur orbite. En revanche, c'est plutôt son avenir à moyen terme qui est probablement assez limité, puisque de toute façon, les Russes veulent développer à nouveau sortir de l'ISS. Les Chinois lancent leur station, etc., etc. Donc la coopération internationale va l'être un peu moins, et c'est vrai que les perspectives sont pas très bonnes. Sauf éventuellement peut-être, et là c'est un rapport avec le tourisme scientifique, si une ressource est prise par les opérateurs de tourisme spatial, certains voulant utiliser l'ISS comme base de départ de tourisme spatial, en y rajoutant d'abord un module dédié à ça. Je crois que c'est Axiom Space, il me semble, qui a ce projet à court terme, qui construit un module qui va être rajouté à l'ISS, mais destiné exclusivement à l'hébergement d'astronautes. Donc il ne s'agit pas comme avant, quand on partait avec les Russes, d'être dans le module russe, mais d'être dans un module dédié à ça. Donc ça pourrait peut-être prolonger, du moins si les ressources que ça amène sont significatives, peut-être prolonger l'utilisation de l'ISS. Néanmoins, pas définitivement, parce que l'idée, c'est quand même que ce module lui-même puisse être une station spatiale autonome, et donc se passe de l'ISS, et que ce soit une sorte de petite ISS à vocation uniquement touristique. Mais c'est vrai que c'est incertain. Aujourd'hui, finalement, les Américains notamment sont plus communiquent d'abord. Ça fait déjà quelques années qu'on s'interroge, et si vous avez vu peut-être Patrick Baudry en parler parfois de façon très, donc le deuxième astronaute français, de façon parfois très provocante et pas très diplomate, mais bon, au moins il exprime le fond de sa pensée. Ça fait quelques années qu'on exprime des doutes sur l'intérêt scientifique de l'ISS. Enfin, sur le fait que ça ait encore un intérêt scientifique, voilà, par rapport au coût que ça représente. Certains estiment même que ça n'a d'ailleurs jamais eu d'intérêt à la hauteur de son coût. Bon. Là, je suis incapable d'en juger, mais il est évident que la question se pose et qu'en tout cas, on ne va pas rester très longtemps avec une solution qui est entre deux, qui a atteint ses limites en termes d'utilité,
et sachant les moyens qu'il faut pour ce qui est le nouvel objectif, c'est-à-dire l'installation permanente sur la Lune, et cette installation permanente comme première étape de la conquête de Mars. Même si là les doutes, là aussi, Jean-Pierre vous dirait que dans 30 ans, on n'y sera toujours pas sur Mars, ou 50 ans même. D'autres disent si, on va résoudre tous les problèmes les uns après les autres, etc. Mais c'est vrai qu'il y en a beaucoup, des problèmes pour aller sur Mars. Enfin, pour aller sur Mars, pour en revenir surtout, hein. Parce qu'à la limite, des missions kamikazes avec aller simple, c'est déjà un peu plus jouable. Mais c'est vrai que se poser et en revenir, à l'arrière, en revenir sans se poser, c'est déjà un peu plus facile. Mais en revenir, y aller, se poser, revenir, là pour l'instant, il y a énormément de choses. Mais en tout cas, dans un premier temps, ce qu'il y a de sûr, c'est que des moyens très importants sont mis pour retourner sur la Lune, notamment ce nouveau lanceur qu'on voyait tout à l'heure, des nouvelles capsules, etc. Et ça va prendre des moyens à l'ISS ou à un remplaçant de l'ISS, hein, ça c'est sûr. D'autres questions ? Bah, écoutez, merci. Si vous êtes intéressé par l'un ou l'autre de ces voyages, vous pouvez nous rendre visite au petit stand que nous avons à l'étage pour que je vous renseigne plus avant, ou si vous voulez vous inscrire sur l'une des alertes, ou vous inscrire par mail pour recevoir les infos sur les voyages existants ou des futurs voyages. Je nomme. Comment ça se fait qu'on puisse aller dans la tour la tour de contrôle, la visiter sans faire partie du personnel ? En Guyane, parce qu'on a demandé l'autorisation, hein. C'est avec l'aide de Jean-Pierre Ignoret, forcément, qui a écrit au président du CNES et d'Ariane Espace, pour qu'ensuite ça redescende et que les équipes disent « Ok, vous autorisez le groupe de nomades aventure à visiter… » Alors, la salle de commandement, quand même, en réalité, tu vois, il y a des fauteuils visiteurs derrière. Donc, c'est pas l'endroit le plus confidentiel, en fait, qu'on visite. C'est un endroit où des visiteurs, les clients, etc. d'Ariane Espace assistent au lancement. Donc, c'est pas si exceptionnel. Ils sont séparés des ingénieurs par ces grandes baies vitrées. En fait, c'est dans des endroits plus austères que c'est moins spectaculaire que ça qu'il est normalement interdit d'aller voir quand on est un simple touriste. Par exemple, là où on met le satellite dans le lanceur, c'est pas ouvert au public normalement. D'ailleurs, ça ne le sera pas même pour nous si c'est un satellite militaire, par exemple. Mais voilà. Mais oui, on a dû demander des autorisations. Oui, mademoiselle. Bonjour. Bonjour. J'ai une petite question. C'est un peu délicat. C'est une curiosité. En fait, je voudrais savoir, en fait, vous faites quoi des stations qui sont en orbite, on appelle des déchets? Est-ce qu'on trouverait une solution? Parce que c'est bien beau de créer une station pour faire un hôtel, voilà. Mais je pense que ce serait bien aussi de trouver une solution pour toutes les stations qui sont en orbite et qui rentrent souvent en collision. Donc, du coup, est-ce qu'ils pourront trouver une solution? Ça, c'est ma question. Bonne question. Alors, je ne vais pas répondre moi à ce que je fais, parce que nous, on est une pauvre agence de voyage, un tour opérateur, donc on n'a ni responsabilité ni moyen d'y faire quoi que ce soit. En fait, schématiquement, il y a deux choses. Les gros objets, c'est-à-dire les gros satellites, les grosses stations spatiales, etc., finissent toujours par retomber assez vite sur la Terre, en fait. Et quand elles retombent sur la Terre, en rentrant dans l'atmosphère, elles sont intégralement détruites. Elles sont chauffées à une très très haute température. Et comme elles ne sont pas faites pour résister à ça, volontairement, elles sont entièrement détruites. Si les capsules des astronautes ne se détruisent pas, en général, c'est parce qu'elles ont un bouclier thermique qui les protège de l'échauffement lié à cette rentrée dans l'atmosphère. Je dis en général, puisque par exemple, l'une des deux navettes américaines
qui a explosé, entre guillemets, c'est justement parce qu'elle s'est abîmée au décollage et que donc elle s'est désintégrée en rentrant dans l'atmosphère. Donc par exemple, toutes les stations, les anciennes stations spatiales grosses qu'il y a eu dans l'espace dans le passé, le Skylab américain, les stations Salyut soviétiques, Mir, où il y a des gens pionniers, sont retombés sur Terre et n'ont laissé aucun déchet dans l'espace. D'accord. En réalité, le problème, c'est plus les petits déchets, c'est-à-dire les petits morceaux de toutes sortes, créés volontairement ou involontairement, y compris volontairement. Par exemple, la Chine, enfin plusieurs pays d'ailleurs, ont détruit volontairement des satellites pour tester des armes partant du sol de la Terre jusque dans l'espace, en cas de conflit, etc. Évidemment, en détruisant des satellites, ils ont dispersé des milliers de morceaux. Et ça, aujourd'hui, personne n'a de vraie solution. Déjà, il y a un gros travail qui est fait juste pour les suivre, les débris. Les Américains, notamment, ont tout un système de suivi où ils suivent tous les débris à partir de 2 cm, quelque chose comme ça. 2 cm étant déjà un débris dangereux pour les satellites ou la station spatiale, etc. Il y a des débris encore plus petits qui ne peuvent pas suivre matériellement. Et ils sont suivis notamment pour éviter les collisions avec l'ISS ou avec d'autres satellites. Et après, il y a des outils qui sont expérimentés pour essayer de les récupérer. Mais ce n'est pas très concluant aujourd'hui. Donc, c'est un vrai très gros sujet. Alors, à l'échelle de l'espace, ça reste en réalité... je veux dire, c'est pas un dépotoir parce qu'il n'y en a pas tant que ça. Mais c'est vrai que, compte tenu de leur vitesse et du fait que beaucoup de satellites tournent à peu près dans la même zone, dans la même orbite, il y a un danger élevé. C'est pour ça. Comment ? Ils ont une fin de vie. Oui, tous les satellites d'abord s'arrêtent de fonctionner et ensuite ils sont laissés. Alors en fait, ils vont rester plus ou moins longtemps en orbite selon leur hauteur, leur éloignement à la Terre. Ceux qui sont extrêmement loin de la Terre vont rester très très longtemps en orbite. Mais il n'y a pas de problème de déchets si loin, parce qu'il y en a très très peu. En réalité, c'est en orbite basse qu'il y a énormément de déchets et les plus gros retombent. Mais beaucoup de tout petits peuvent, dans l'intervalle, faire beaucoup de dégâts et aujourd'hui, ce n'est pas du tout maîtrisé, clairement. Merci. Je vais laisser la conférence suivante, à mon avis. Il doit y en avoir une sur un autre thème. Donc, merci beaucoup. Et si vous voulez poursuivre la discussion, avec plaisir, à étage.